BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le club BFM Crypto de 15h à 15h30. Vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de répondre à vos questions. Les questions que vous nous avez posées à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr et évidemment sur ce plateau, comme tous les jours pour ces sessions de questions-réponses. Nous sommes avec Morgane Enlandu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane, ravi de vous retrouver sur le plateau. Et Stéphane Ifra, senior manager chez Coinhouse. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver également. Vous nous posez toutes vos questions, de la plus pointue à la plus débutante. On répond à toutes vos questions évidemment sur cette adresse, sur les réseaux sociaux également. BFM Crypto le club, c'est parti. Commençons par la question de Willy qui nous a écrit sur LinkedIn. Ancien cadre sup. Je souhaite désormais m'investir totalement dans l'univers crypto-bourse en ouvrant ma société. Quel statut dois-je avoir ? Quel type de société s'apparente idéalement pour un tel projet afin d'espérer se dégager des revenus cotisés pour sa retraite ? Ça, c'est déjà la première question. Stéphane. Alors, question très intéressante. Je pense que la première question à se poser quand on monte une entreprise, c'est qu'est-ce qu'on veut vendre ? Donc je pense que c'est la première question à se poser. Une fois qu'on trouve son business model, évidemment, il faut faire un petit peu de recherche pour savoir où est son marché, comment on peut rencontrer son marché, comment on se positionne par rapport à tout ça. Donc ça, il y a un gros travail amont, je dirais. Ensuite, le jour où on se dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, je me lance. Effectivement, il va falloir monter une entreprise. En général, c'est ce qui est. Alors, on pourrait être soit auto-entrepreneur, mais quand on veut vraiment monter une entreprise, on va dire un peu plus pérenne et avec des revenus réguliers, on est plutôt sur une société. Il y a deux statuts en France. En gros, il y a les SARL ou les SAS. Une est à privilégier si on veut se verser du salaire. Une autre est à privilégier si on veut se remonter du dividende. Voilà. Donc il y a une petite différence fiscale entre les deux, notamment sur les remontées de dividendes. Sur les salaires qu'on pourrait se verser dans l'une ou dans l'autre, il y a également des grosses différences. On est beaucoup plus taxé dans une SAS que dans une SARL, ce qui, on va dire, c'est pour ça qu'on choisit une SAS pour se remonter des dividendes, oui. Non pas tellement pour se payer des salaires. Voilà, donc ça, après, là, je vous donne les deux grandes voies. Si on se lance là-dedans, évidemment qu'il vaut mieux être accompagné par un comptable. D'ailleurs, il demande est-ce que France Travail peut accompagner ? Non, c'est plutôt quelqu'un de spécifiquement dans ces domaines-là. Là, pour le coup, il faut plutôt aller vraiment vers un comptable. Une première aide presque gratuite, c'est les demander à ChatGPT les différences pour monter une entreprise. Moi, j'ai déjà posé ce genre de questions. Alors, pas celle-ci spécifique, mais c'est une source de savoir qui est assez bien faite, qui va justement pouvoir vous mettre en relief plusieurs scénarios en vous montrant que si vous gagnez tant, que vous versez tant ou que vous versez tant de dividendes, voilà quelles sont les conséquences, par exemple, en aide dans votre poche. Il nous demande également, est-ce qu'il peut démarrer avec 50 000 €? Est-ce que c'est cohérent ? Alors, là-dessus, ça va dépendre de plusieurs choses. Quel est son business model ? Est-ce que finalement, c'est une société qui est basée sur du service ou du savoir ? Et là, 50 000 €, c'est largement suffisant. Ou est-ce que il va se lancer dans du minage, il va falloir acheter des machines, et là, pour le coup, l'investissement risque d'être bien supérieur aux 50 000 €. Donc c'est pour ça que je disais en préambule, finalement, ce qui est vraiment important, c'est de penser à qu'est-ce qu'on va vouloir mettre à l'intérieur de la société pour gagner et pour générer des revenus. Voilà. 50 000 €, c'est largement suffisant pour monter une entreprise. Il y a des gens qui commencent avec beaucoup moins que ça. La vraie difficulté au démarrage, c'est évidemment de trouver un peu de financement, puisque souvent, quand on se lance là-dedans, on n'a pas forcément de revenus additionnels. Alors, une chose intéressante en France, c'est que si on a pu bénéficier, si on bénéficie des aides à l'emploi, on peut, pendant un certain temps, toucher ces aides à l'emploi, donc avoir un salaire mensuel et en même temps monter une société et se laisser un tout petit peu de temps, entre 1 et 2 ans, pour commencer à générer des revenus au sein de la société. Donc la France, est pour ça, est vraiment très bien faite. Elle est très pro-business dans ce sens-là.
Et en tout cas, moi, je l'ai expérimenté dans le passé et ça marche très bien. Voilà pour les réponses à Willy, qu'on remercie de sa fidélité. Il nous écrit très souvent. Olivier vous demande, Morgane, j'aimerais avoir votre avis sur le projet Cosmos. Il semble être une base technique solide, mais le token Atome lié au projet a-t-il vraiment une utilité ? Cela semble être un projet technique porteur qui manque de visibilité pour être mieux valorisé. Oui. Alors Cosmos, c'est vrai que la promesse, elle est belle. Quand on va sur leur site, leur but, c'est de devenir l'Internet des blockchains. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai qu'il y a un manque chez nous de communication entre les blockchains. Donc le but de Cosmos, c'est d'apporter de l'interopérabilité. C'est vrai que pour l'instant, on a la blockchain de Bitcoin, la blockchain d'Ethereum, la blockchain de Solana. Elles ne communiquent pas forcément entre elles. Oui. Et le but de Cosmos, c'est de changer ça. Actuellement, les blockchains, elles ont deux manières d'avoir une forme de communication, d'être interopérables. C'est soit en passant par des bridges, c'est-à-dire des ponts, c'est un site qui va me permettre de passer d'une blockchain à une autre, soit on va utiliser les layers 0, et Cosmos est un layer 0. Ce n'est pas le seul, il y a aussi Polkadot par exemple. Alors layer 0 dans les grandes lignes, c'est une couche primaire qui va permettre en fait de venir développer une blockchain de layer 1. Blockchain de layer 1, on en connaît tous, c'est Bitcoin par exemple, ou Ethereum. Donc ça, c'est assez intéressant, et Cosmos le fait de trois manières différentes. Il va utiliser Tendermint Core, il va utiliser le Cosmos SDK et aussi IBC. IBC, ça va permettre de faire une communication entre les projets qui vont venir se développer justement sur le Cosmos Hub et le SDK. Alors ça, c'est la raison pour laquelle Cosmos est assez connu. En fait, au niveau tech, ils sont très, très bons. Donc, il y a des gros projets comme par exemple Binance qui a développé sa propre chain sur le SDK de Cosmos. Donc, ils attirent effectivement des grosses blockchains pour se développer. Au niveau tech, ils sont très bons. Malheureusement, cela ne veut pas dire que ça va se répercuter sur le token. Le token, c'est Cosmos Atome. À quoi il sert ? Alors, il sert à payer les frais, il va servir aussi à faire du staking. Et c'est vrai que le staking sur Cosmos, il est assez intéressant parce qu'on peut monter jusqu'à 19%, 20%, j'avais même vu un moment 21%. Le staking, je rappelle dans les grandes lignes, en fait, on va venir générer du rendement en aidant à sécuriser la blockchain principale et on va être payé dans la crypto native. Donc, il a déjà en fait une utilité, ce token. Est-ce que c'est suffisant ? Il y a aussi une gouvernance qui est liée avec ce token. Apparemment, non. Alors, il est bien classé, Cosmos, mais c'est vrai qu'il est en perte de vitesse. Son ancienne ATH, donc son sommet historique, c'était aux alentours des 41 $ lors du dernier cycle, donc fin 2021. Et actuellement, il est aussi plutôt autour des 4 $. Donc, effectivement, il a été divisé par 10. Est-ce que Cosmos pourrait remonter dans le top 20 ? Peut-être, mais je rappelle que Cosmos a quand même des concurrents de taille, donc ça c'est la première chose. Il arrive à attirer quand même des grosses blockchains et des projets qui vont se développer sur sa technologie parce qu'elle est bonne, mais c'est pas pour ça que le token suit. Je pense qu'il y a un manque en fait d'incentive à utiliser beaucoup plus le token Cosmos et Atome, et si ils arrivent à tenir leurs promesses et qu'ils créent l'internet des blockchains, peut-être que le Cosmos un jour, s'il y a une incentive à le détenir réellement, parce qu'en fait, le problème, c'est que les projets qui sont développés sur Cosmos, en fait, on peut utiliser les cryptos de ces projets-là directement, pas forcément l'atome et le Cosmos. Donc, je pense que c'est là où le bas blesse un petit peu. Une question de Cyril pour Stéphane. Le Litecoin a été créé en 2011 à partir du code source de Bitcoin. Il partage avec lui de nombreuses caractéristiques. Alors, comment expliquer une telle différence de valorisation par rapport au Bitcoin, Stéphane ? Alors, effectivement, le Litecoin, c'est un hard fork de Bitcoin qui a eu lieu en 2011. À l'époque, l'idée, c'était de créer une monnaie plus petite en termes de valeur que Bitcoin. Pourquoi ? Pour aller vers ce qu'on appelle du micro-paiement. Là où Bitcoin servait finalement à faire du paiement de gros. Je caricature un tout petit peu, mais l'idée, c'est d'aller plutôt vers du micro-paiement. En gros, ce qu'on disait, c'est que Bitcoin, c'est l'or numérique, quand le Litecoin, c'est l'argent numérique. Voilà, c'est pour donner une petite idée. Effectivement, l'or et l'argent, il y a une grosse, on va dire, disproportion en termes de cours entre les deux. Effectivement, le Litecoin, aujourd'hui, comme c'est un fork de Bitcoin, il y a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent à celles de Bitcoin. Il y a un halving tous les 4 ans. La valeur, c'est exactement... Alors, il y a un bloc qui est validé à peu près toutes les 2 minutes et demie. Il y aura 84 millions maximum de Litecoin qui vont être émis dans toute la vie du Litecoin. Donc en gros, on retrouve les caractéristiques de Bitcoin multipliées par 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 fois plus de Litecoin que de Bitcoin. Le temps, inversement, est divisé par 4 en termes de validation. L'avantage du Litecoin, c'est que c'est des transactions plus rapides, puisque un bloc est validé toutes les 2 minutes et demie.
là où un bloc sur Bitcoin est validé toutes les 10 minutes. Donc ça permet d'aller plus vite. On est sur des montants plus faibles, des coûts de transaction plus faibles. Et donc vraiment, on est plutôt dans quelque chose de très similaire à Bitcoin, mais sur des montants un petit peu plus petits. Si on regarde ensuite en termes de valorisation, il y a une grosse dichotomie quand on regarde les cours entre Bitcoin et Litecoin. En même temps, c'est vrai que depuis le lancement, il y a eu une grosse dévalorisation du Litecoin par rapport à Bitcoin. Les cours au démarrage, donc en 2011, par rapport à maintenant, étaient 4 fois plus élevés qu'ils sont aujourd'hui. Depuis le début d'année, on a dû perdre une dizaine de pourcents en étant en Litecoin plutôt qu'en Bitcoin. Il y a plein d'autres cryptos qui ont perdu beaucoup plus que ça. Et finalement, quand il se passe quelque chose sur Litecoin, souvent, ça peut donner quelques idées sur Bitcoin. Le halving sur le Litecoin, il est quelques mois avant celui sur Bitcoin. Donc, c'est une sorte de précurseur. Et en tout cas, ça donne souvent le là. Voilà. Donc, aujourd'hui, Litecoin, c'est un projet bien établi. Hein, ça fait quand même très longtemps qu'il a été lancé. Il a sa place. Simplement, oui, il est quand même beaucoup moins populaire que Bitcoin. Voilà, c'est ça. C'est effectivement peut-être une question de popularité. Une question de Zachary pour Morgane. Sauf autre motivation, pourquoi ne pas organiser le sommet des cryptos en général? Parce que Bitcoin n'étant que le primus inter pares des cryptos, ça éviterait d'organiser un sommet pour chaque crypto. C'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'actuellement, en fait, on a beaucoup d'événements qui sont très spécialisés. Par exemple, quand je parle de mon expérience, j'ai participé à des conférences Bitcoin. C'était les Bitcoin Conference, donc c'était à Abu Dhabi il y a un an. Et en fait, là, on ne parle que de Bitcoin. Et puis, on a le THC qui est très axé sur l'Ethereum. Oui. Et effectivement, ça permet en fait à la communauté aussi de se réunir et de pouvoir parler d'une blockchain qu'ils apprécient particulièrement. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup d'événements comme ça, mais il y a des événements qui rassemblent un plus large public. Par exemple, je pense au token 2049. Il y a une édition à Dubaï et à Singapour chaque année. Moi, j'avais eu l'occasion de participer l'année passée à celle de Dubaï. Et il y a tous les projets, il y a toutes les blockchains. Et on ne fait pas vraiment de distinction dans ce cas-là. Et puis, il y a des projets qui sont un petit peu plus ancrés au niveau de la localisation. Par exemple, la Paris Blockchain Week, qui est très pour Paris, pour les Français, tout comme il y a la New York Blockchain Week, tout comme il y a la Brussels Blockchain Week. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on a ce type d'événement-là. Moi, je me pose la question, parce que cette question, elle est légitime. Si on veut faire un grand sommet, où est-ce qu'on va le faire et quel titre on va lui donner? Est-ce que la communauté au sens large sera d'accord? Je pense que non. Parce que le Web3, la blockchain, tout ça, exactement, ce sont des termes qui commencent même déjà à être rediscutés. Hein. Complètement. Et puis, on a des gens qui ne croient que en Bitcoin, les Bitcoin maximalistes. On a des gens qui adorent la DeFi. On a des gens qui aiment bien parler de la spéculation. On a des gens qui aiment bien parler de la technologie. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain? Donc, est-ce qu'on pourrait trouver un consensus général? Je pense que ce serait peut-être difficile. Donc, c'est bien qu'il y ait différents types d'événements dans différents endroits qui permet à chacun d'aller chercher ce qu'il souhaite finalement apprendre plus, se connecter avec des personnes comme lui. Et finalement, cette diversité, c'est une bonne chose. Oui, si je peux peut-être rajouter Stéphane. Il faut quand même garder à l'esprit qu'on est dans une phase, même si ça fait un certain nombre d'années que les cryptos existent, il y a quand même une phase de découverte et de conquête de marché. Et donc, ce n'est pas complètement étonnant de voir que sur certaines blockchains, surtout les grandes, on essaye de construire finalement des événements que autour de celle-ci, non pas qu'on ne s'adresse pas à tout le monde, c'est juste on cherche à évangéliser pour que les gens viennent sur notre blockchain et achètent notre token. Hein. Mmh, tout simplement. Salut vous demande Stéphane, la baisse des taux, donc j'imagine par les banques centrales, peut-elle impacter le Bitcoin? Alors la réponse c'est oui. Elle peut le faire. Et de manière générale, d'ailleurs, une baisse des taux, souvent, ça a un effet positif sur les actifs risqués. Les cryptos sont un des actifs risqués. Il y a évidemment les marchés actions. Il y a d'autres marchés, comme le marché des matières premières également, qui ont été positivement impactés par la baisse des taux récente de la Fed. On va dire dans le monde des banques centrales qui comptent. Malheureusement, c'est un monde qui est très très centré sur les États-Unis. Les grands argentiers, ils sont là-bas. Et donc récemment, la Fed est repartie dans un cycle de baisse des taux. Oui. Ce qu'il va quand même falloir garder à l'esprit, et c'est peut-être là où ça peut être un tout petit peu piégeux, c'est qu'aujourd'hui, la baisse des taux, elle ne se fait pas pour accommoder le marché, mais elle se fait parce qu'on a un marché de l'emploi qui va moins bien aux États-Unis.
Et donc la Fed, pour rappel, elle a 2 mandats. Le premier, c'est le plein emploi. Le deuxième, c'est la maîtrise de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, elle repart très légèrement, mais elle est plutôt sage par rapport à ce qu'on a pu connaître comme pic en 2023-2024. L'économie va plutôt bien quand on regarde les statistiques. Il y a le PIB, je crois, qui a dû sortir un petit peu plus tôt dans la journée. Quand on regarde des indicateurs un peu plus court terme, il n'y a pas de récession apparente. Par contre, le marché de l'emploi, lui, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu des grosses révisions de chiffres qui ont eu lieu début septembre et ça a complètement changé le regard qu'on peut avoir sur le marché de l'emploi. Donc la Fed, du fait de son mandat, s'est mise à rebaisser, à repartir dans un cycle de baisse de taux. Elle avait un petit peu de marge de manœuvre. Maintenant, ce qu'il va falloir observer attentivement, c'est est-ce que finalement le marché de l'emploi continue de se dégrader et entraîne avec lui l'économie ? Auquel cas, ce n'est pas quelques baisses de taux qui vont vraiment sauver les actifs risqués. Et donc, il faut faire attention que le souhait d'avoir des baisses de taux ne soit pas contrebalancé par le pourquoi on a ces baisses de taux et peut-être, je dis bien peut-être, une récession qui arriverait. La deuxième question de Saliou, qui met beaucoup d'espoir dans les cryptos. Quelle crypto peut faire x1000 pour ce bull run ? Vous pourrez nous répondre peut-être tous les deux, Stéphane. Alors, la première question que je me pose quand j'entends ça, c'est est-ce que je suis dans un bull market ou pas ? Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, clairement, tous les indicateurs étaient au vert. Et surtout, on était dans un cycle haussier. Et donc, bon an, mal an, on a respecté tout un tas de contraintes, notamment sur le Bitcoin. Beaucoup moins sur les altcoins. Le cycle en question, potentiellement, alors après, on peut dire, ça dépend où est-ce que je cale le démarrage, mais on est plutôt très proche de la fin. Et donc, potentiellement, attention, il peut y avoir des retournements de cycle. Aujourd'hui, on ne voit pas spécialement d'éléments déclencheurs. Encore une fois, la Fed, elle a baissé ses taux. Ça a plutôt été bien reçu par les actifs risqués. Récemment, quand même, sur les cryptos, on sent qu'il y a un peu plus de consolidation. Alors, est-ce que c'est un problème de positionnement ou autre ? Je ne sais pas. Mais globalement, faire x1000, il faut quand même être dans un bull market. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les altcoins par rapport à l'ensemble du cycle, elles n'ont pas été très performantes. Oui. L'Ether a mis très 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 longtemps à aller faire un ATH, et encore, il avait fait un ATH marginal. Beaucoup de cryptos, tu le mentionnais tout à l'heure, Morgane, dont Atom, sont très très loin de leurs anciens plus hauts historiques. Donc on n'est pas dans un bull market classique. Il est clairement établi sur Bitcoin. Sur le reste, c'est beaucoup moins évident. Donc aujourd'hui, aller trouver la pépite qui va faire x1000, je pense que c'est un peu ambitieux. On est tous à la recherche de ça, évidemment. Saliou, mais Morgane, un avis ? Et effectivement, en fait, Ethereum a été chercher son ancien sommet. Rapidement, il est très vite redescendu. Est-ce que c'est la fin du cycle ? Peut-être pas. On pense probablement pas. Est-ce que ce cycle-ci ne va pas se dérouler et aller sur 2026 ? Moi, c'est vrai que c'est la question que je me pose, puisque ce cycle est extrêmement différent des cycles qu'on a connus auparavant. L'institutionnalisation depuis 2024, un ATH avant le halving. Donc, beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même écosystème. On est sur un écosystème qui est beaucoup plus mature. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment les altcoins vont se comporter. Si ce n'est pas la fin et qu'Ethereum dépasse son dernier sommet qui est très récent, 4 950 $ de mémoire, il me semble, ça va probablement propulser certains altcoins. De là à faire x1000, il faut quand même aller chercher effectivement une petite capitalisation qui n'est pas encore listée. Enfin, il faudrait quand même beaucoup d'éléments pour pouvoir y arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucune crypto n'est capable de le faire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Récemment, on a eu une belle performance sur un actif comme Astor sur une courte période. Donc, c'est possible d'avoir des bons rendements sur certains altcoins pour des raisons précises, un petit peu plus nichées. Mais x1000, effectivement, moi, ça me fait penser au cycle de 2021. Par exemple, un Solana, seul, il était à 1,5 $ en début 2021 et en novembre, il était à 250. Moi, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Ouais. Je rentrais dans le secteur. Donc, effectivement, déjà, un actif qui fait du 200, c'est déjà pas mal. Alors, du 1000, il faut y aller. Voilà pour les réponses à Saliou. Morgane et Liamarine qui vous demandent, on me demande mes clés privées par mail. Comment savoir si ce mail est légitime ou si c'est pas effectivement une arnaque ? La réponse, elle est dans la question. C'est très intéressant. Une arnaque. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut
se rappeler quel est le but en fait d'une clé privée. De nouveau, on en revient au basique, mais c'est important de comprendre. La clé privée me permet de dire que je suis bien le véritable propriétaire sur la blockchain. Je suis le souverain. Et donc, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de dépenser mes bitcoins ou mes cryptos. Donc, si quelqu'un me demande par mail la clé de mon coffre-fort qui est sur la blockchain pour aller dépenser mes cryptos, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. En fait, il faut vraiment partir du principe que toute donnée sensible qu'on va vous demander par mail, c'est une tentative d'hameçonnage, c'est une tentative de phishing. Et en fait, il ne faut pas donner votre mot de passe, votre 2FA, vos clés privées. Alors, les clés privées, elles sont souvent matérialisées par les 24 mots d'un cold wallet ou 12 mots d'un hot wallet. Non, on ne donne pas toutes ces informations-là. Et attention, l'email. Moi, j'ai des clients qui m'envoient des fois des captures en me disant « Morgane, est-ce que c'est légitime ce mail ?» Je regarde simplement l'email qui est envoyé, je sais tout de suite que c'est une arnaque. Exactement. Si, par exemple, c'est Binance, c'est Binance.com, c'est pas Binance-support. 02. Exactement. Voilà. Il faut être extrêmement prudent et ne partager aucune donnée sensible. Voilà, ça c'est dit. Et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous avez en tout cas bien fait de nous poser la question sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Lison vous demande, Stéphane, quelle partie de mon patrimoine devrais-je investir sur Bitcoin? Alors ça, c'est une question effectivement qu'on a assez fréquemment. Chez CoinHouse, on se pose évidemment la question. En gros, nous, ce qu'on essaye de conseiller aux gens, c'est de regarder l'actif liquide qu'ils ont. C'est-à-dire que dans leur patrimoine, ils ont peut-être de l'immobilier dans lequel ils habitent. Ça, c'est pas liquide et on ne le prend pas en compte. Et il faut plutôt regarder les liquidités, ce qui reste sur les comptes épargne, sur l'assurance vie et autres. Et sur ce montant-là, nous, on conseille d'avoir quelque chose entre 5 et 10% en fonction évidemment de l'appétit pour le risque. Il faut vraiment, quand on investit de l'argent dans le monde des cryptos, ne pas se dire « je vais potentiellement en avoir besoin » dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Non. Il faut vraiment qu'on parte sur du très long terme. C'est du long terme. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a des cycles. Donc ça monte fortement, mais ça peut aussi baisser fortement. Si vous êtes dans l'obligation de vendre dans 6 mois, vous ne pouvez pas prédire, personne ne peut prédire. Est-ce que le marché il sera beaucoup plus haut, beaucoup plus bas? Et si vous êtes forcé de vendre au plus mauvais moment, eh ben c'est juste... La pire des choses à faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on préconise uniquement une partie limitée de l'actif liquide à investir dans les cryptos. Alors pourquoi 5 à 10%? Si vous en mettez trop peu, mettons 1%, le truc c'est que même si ça performe super bien, sur l'ensemble de votre patrimoine, de vos actifs liquides, où vous essayez d'avoir un retour sur investissement, ne serait-ce que pour combattre l'inflation, ça va pas beaucoup se voir. Et donc, vous allez potentiellement faire un effort pour quelque chose qui n'aura pas beaucoup d'incidence financière au global. Si vous en mettez trop, c'est ce que je disais précédemment, le risque, c'est que il se passe un coup de grisou sur les marchés. Et là, vous preniez peur, vous coupiez vos lignes, ou au contraire, vous ayez besoin de cet argent, vous coupiez vos lignes. Et ça, c'est pas un bon conseil à donner aux gens. Et donc, 5 à 10%, c'est un peu entre les deux, où finalement, si le marché fait 100% et que vous avez mis 5%, eh ben, le rendement sur l'ensemble de votre patrimoine, rien que sur cette petite position-là, vous avez déjà 5% de return sur votre patrimoine. Ça, plus les 95 autres pourcents qui seraient placés, eh ben, ça fait une année où souvent, on va faire mieux que l'inflation. Voilà. Nous, on n'est pas là pour dire on va faire 1 fois 1000. Hein, non, alors, on n'est plus là pour dire ça. On adorerait, évidemment, on adorerait. On est un peu plus réaliste et de toute façon, les cryptos vont vers quelque chose de plus institutionnel, vont rentrer un peu plus dans le patrimoine global des clients, enfin des épargnants. Et donc, il faut aller sur quelque chose d'à peu près raisonnable pour bien dormir la nuit, mais aussi pour avoir quelque chose qui, si ça se passe bien, ça se voit quand même un peu. Il faut se connaître et il faut aussi se faire accompagner, c'est important. Une dernière question, vous avez 3 minutes, Morgane. C'est Lisa qui vous pose cette question. Est-ce possible d'acheter des actions Tesla sur la blockchain de Solana et comment on fait? Oui, c'est possible. C'est récent, c'est depuis cette année, il me semble. On peut aller sur un DEX, donc sur la blockchain de Solana, on va aller sur Raydium, par exemple. C'est un DEX que j'apprécie énormément. Vous allez connecter votre hot wallet, par exemple, un portefeuille qui est issu de la blockchain Solana qui s'appelle le Phantom Wallet, qui fonctionne très très bien d'ailleurs, il est très bien fait. Et en fait, vous le connectez simplement au DEX, à Raydium. Vous avez déjà des cryptos, ça peut être des stablecoins, ça peut être du Solana, et vous allez en fait échanger vos cryptos contre des actions tokenisées. Donc ça peut être Tesla. Et le gros avantage, c'est quoi? Tesla, il est quand même à plus de $400 l'action en elle-même. Et là, vous pouvez acheter des toutes petites parts, 24 sur 24, 7 jours sur 7, toutes les
plus-values en fait de la blockchain, ben maintenant on les retrouve sur un marché plutôt boursier et je peux en être souverain aussi. Donc je peux transférer ces actions-là sur un portefeuille, donc les DEX. Et là, c'est possible effectivement sur la blockchain de Solana en décentralisé et de manière centralisée. C'est aussi possible sur Kraken. C'est pas considéré comme une sortie? C'est une bonne question. Il faudrait regarder, savoir si quand on transforme de la crypto en action, c'est fiscalisé tout simplement. Je ne pense pas, parce que je pense que juridiquement, on reste avec une crypto. Parce que typiquement, quand on transforme en euros, en stablecoin euro ou en stablecoin dollar, finalement, c'est un actif financier au même titre qu'une action. Et il n'y a pas de fiscalité. Non. Donc je dirais qu'a priori, il n'y a pas de fiscalité pour moi. En tout cas. Et d'ailleurs, il y a une différence entre posséder une action qui est tokenisée sur la blockchain chez nous. Par exemple, il n'y a pas de droit de vote. Alors que quand on possède une action directement, c'est vrai qu'il y a le droit de vote. Donc c'est vrai qu'il y a une distinction qui est faite. Donc je pense que Stéphane a raison, à mon avis. Voilà pour les réponses à toutes vos questions. Merci beaucoup, Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360, d'être venue nous voir. Stéphanie Fra, senior manager chez Coin House. Je termine un petit peu tôt, effectivement, mais on continuera les questions-réponses la semaine prochaine, comme tous les jeudis, sur BFM Business. Vous nous écrivez crypto@bfmbusiness.fr. Vous voyez, les questions, ça va de l'investissement, des questions de débutants pour commencer, à des questions très pointues pour ceux qui s'y sont mis depuis plusieurs années. Vous nous écrivez, on est là, évidemment. Vous nous écrivez aussi sur les réseaux sociaux. Willy nous a écrit sur LinkedIn. Vous êtes les bienvenus. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.